Bonsoir. Quand Frédéric Chopin meurt de la tuberculose à 39 ans, c'est la musique d'un seul compositeur qu'il aura voulu entendre sur son lit de mort, un compositeur fauché lui aussi dans la fleur de l'âge, à 33 ans, quelques 14 années auparavant, en 1835, le Sicilien Vincenzo Bellini. Si Chopin aimait à ce point Bellini, c'est que le même sens suprême du chant recherché était le sien, le sens de la mélodie pure, sublimement balancée, suspendue entre ciel et terre, comme débarrassée des contingences de l'attraction terrestre, des harmonies par trop complexes, des contrepoints touffus. Le chant, que le chant. Chopin, mais aussi Wagner, où notre contemporain Luigi Nono admirait Bellini, voire le bouillant Berlioz, pourtant pas tendre avec les compositeurs transalpins, qui devaient d'ailleurs déclarer « Bellini savait être souvent vrai et dramatique là où les 3/4 de ses compatriotes musiciens eussent été brillants, mais faux. » À juste titre d'ailleurs, car si l'opéra de Bellini reste fondé sur la beauté du chant et de la mélodie plastique, il se refuse de répondre aux sollicitations pressantes, notamment de l'éditeur Giovanni Ricordi, d'écrire davantage. Il ne sera pas un faiseur d'opéra, toujours désireux de prendre le temps de l'élaboration soigneuse qu'il était de chacune de ses partitions. Et le choix de ces livrets, d'ailleurs, le préoccupe beaucoup. Un bon livret, c'est avant tout un texte qui présente une gamme aussi colorée que possible des sentiments humains, des sentiments primaires attachés à des situations simples et très contrasté. La colère, la jalousie, la plainte, la jubilation, etc. Bellini sortait du triomphe de son dernier opéra en date, La Sonnambula, la somnambule. L'œuvre avait été créée au théâtre Carcano de Milan le 6 mars 1831. Et c'est Bellini lui-même qui dirigeait l'orchestre, les deux principaux interprètes étant deux immenses stars de l'époque, Giuditta Pasta et Giovanni Rubini. Comme toujours, après avoir créé une œuvre nouvelle, Bellini, à la santé très fragile, souffre de fatigue nerveuse. Ainsi, en cherchant déjà un nouveau sujet d'opéra, Bellini part se reposer dans la demeure de sa maîtresse Giuditta Turina sur le lac de Côme. Alors que Felice Romani le rejoint pour travailler, son librettiste, dans une lettre du 23 juillet 1831, Bellini écrit à son ami Lamperi: « J'ai déjà choisi le sujet de mon nouvel opéra, appelé Norma ossia l'infanticidio, d'après Soumet, Norma ou l'infanticide. » On ne craignait pas à l'époque les intitulés légers et badins comme on peut le constater. La pièce du français Alexandre Soumet, créée à peine 3 mois plus tôt au théâtre de l'Odéon à Paris, avait été remarquée par la piquante Giuditta Turina, très au fait des nouveautés parisiennes et qui avait soufflé l'idée à son amant Bellini et à Felice Romani. C'était la spécialité de Romani d'ailleurs, en grand et habile faiseur qu'il était, d'adapter des pièces parisiennes à succès. Mais ils surent d'emblée l'un et l'autre qu'ils tenaient là une pièce aux grandes possibilités dramatiques et que la Pasta y brillerait à nouveau d'une manière exceptionnelle. Norma est, dans une certaine mesure, une sorte de ressucé de la Médée d'Euripide, transposée d'une manière romantique chez nos ancêtres les Gaulois, dans le milieu druidique vers 50 avant notre ère. Ces prêtres et prêtresses constituent une aristocratie locale qui pourrait prendre la tête de la rébellion contre les Romains, l'envahisseur. Dans la pièce originale, la druidesse Norma tue un de ses enfants, devient folle et se précipite de la falaise avec son autre enfant. Felice Romani s'éloigne, Dieu merci, quelque peu de cette trame implacable pour se la jouer d'une façon plus romantique. Malgré sa fonction sacrée, Norma ne sacrifie plus ses enfants qu'elle a eu de Pollione, un officier romain, basé d'ailleurs sur un personnage historique. Ce sera elle et son amant, après elle, qu'elle conduira à la mort sur le bûcher. Felice Romani a profondément anobli les caractères. Ni la jeune prêtresse Adalgise, la confidente de Norma, sa rivale innocente, ni Pollione lui-même ne sont ni l'un ni l'autre personnages médiocres, bien au contraire. Ils poursuivent leur destin, mais sans haine aucune. Le livret de Romani en est superbement construit et d'une grande fluidité poétique, sans doute le meilleur de Felice Romani avec celui d'Anna Bolena qu'il écrivit pour Donizetti.
Mais voilà l'opéra, qui se construit peu à peu. Les multiples révisions se succèdent, pas toujours aisées d'ailleurs, et l'opéra en arrive enfin à être mis en répétition. Bellini et Romani ont bien écrit pour la distribution qui leur était assignée. Ce fut donc Donzelli qui devait chanter Pollione, une voix davantage tournée vers l'opéra romantique que vers le bel canto finissant. Donzelli est ce qu'on appellerait aujourd'hui un baryténor, comme l'Othello de Rossini ou Arnold de Guillaume Tell. Il est intéressant de lire d'ailleurs la lettre que Donzelli a écrite à Bellini en lui faisant un descriptif complet et précis de ses capacités vocales pour qu'il sache adapter son écriture. Bellini respectera l'essentiel du mode d'emploi de sa voix, décrite par Donzelli dans la partie de Pollione, qui est d'ailleurs effectivement peu ornée, peu virtuose et assez centrale de tessiture. Mais peut-être pas assez encore, ce qui expliquerait une relative impréparation du ténor le soir de la première. Nous y reviendrons. Giulia Grisi chantera Adalgise, Oroveso, le chef des druides, père de Norma, toujours associé aux scènes de foule, personnage secondaire mais à l'importance stratégique fondamentale, lui qui se verra trahi par sa fille en tant que druide gaulois et de père, est chanté par l'excellent Vincenzo Negrini. L'ennui pour Bellini, c'est quand même la pasta. Manifestement réticente et peu réceptive à l'égard de la nouvelle partition. Un air, si l'on peut dire, lui fait problème, elle n'a pas envie de le chanter, elle s'en dit déçue, Bellini s'échine à le réécrire à 8 reprises, rien n'y fait. Alors Bellini, en désespoir de cause, lui propose un marché. Elle se soumet à un travail d'1 semaine intense avec lui, et si après cela, elle s'en trouve encore insatisfaite, il s'engage à le réviser de nouveau. Cet air, cela laisse rêveur, c'est évidemment, on l'a compris, le tube de la partition, le sublime pourtant Casta Diva. La pasta se laisse finalement faire, même si elle reste pas tout à fait convaincue de l'air. Le matin de la première, disent certaines sources, le jour de la deuxième, disent d'autres, la pasta exige une transposition d'un demi-ton, disent certains, d'un ton entier, disent d'autres, vers le bas. Ce devait être un ton. L'original fut selon toute vraisemblance, mais il est plus d'un manuscrit, donc c'est difficile à savoir, écrit en sol majeur, un ton plus haut que ce qu'on chante habituellement. Les quelques expédients harmoniques utilisés pour revenir aux tonalités initiales quand l'air est écrit dans d'autres tons en attestent. En tout cas, l'édition originale du chant piano de Boosey & Hawkes en 1848 atteste de la tonalité de sol majeur. Et il est devenu tout à fait habituel de chanter Casta Diva un ton plus bas, en fa. Ainsi, Maria Callas ou Cecilia Bartoli dans une magnifique version récente sur instrument ancien. Seule la grande Joan Sutherland assume avec une merveilleuse insolence le ton original de sol majeur, et dans un diapason sensiblement plus haut que celui d'époque. Quoi qu'il en soit, en cette première de Norma, les chanteurs ont bien du mal à suivre et accepter la nouveauté de la musique de Bellini. La première de Norma a lieu pendant la nuit traditionnelle de Santo Stefano, le lendemain de Noël 1831, une fête qui ouvre la période de carnaval. En l'occurrence, et comme c'était l'habitude dans les interminables soirées à l'opéra, on donne un complément de programme, non pas 1, mais 2 ballets. Mais décidément, ce soir-là, rien ne va. La pasta rechigne et chante une Casta Diva peu convaincante et émaillée de scories et de fausses notes. Grisi dans Adalgise s'entire, mais dénote par sa froideur. Le ténor Donzelli ne domine manifestement pas son rôle. Et puis, il y a toutes ces bizarreries de la musique de Bellini, ces innovations qui rebutent le public. Tout le monde s'insurge à voir le premier acte terminé par un simple trio et non pas par un finale primo échevelé avec tous les solistes et les chœurs. Alors, peu de signes d'enthousiasme, d'applaudissements. Et puis, il y a de l'hostilité dans l'air, voire de la cabale. Le compositeur Giuseppe Pacini doit donner son nouvel opéra, Il Corsaro, en cette même salle 15 jours plus tard. Or, il ne pardonne pas à Romani d'avoir écrit un livret, Norma, sur le même sujet, avec les mêmes lieux qu'un opéra qu'ils ont écrit ensemble précédemment. Les partisans de Pacini se déplacèrent en nombre pour troubler la première du concurrent Bellini et du traître Romani. Une cabale en cache une autre. Les partisans de Pacini sont menés par Julia Samoylov, une intrigante comtesse russe, mécène puissante et riche, ennemie jurée de la pasta et, dit-on, maîtresse de Pacini.
Fiasco, fiasco, solenne fiasco, écrit le lendemain Bellini à son ami Florimo. C'est pourtant pas tout à fait exact, mais Bellini était un indécrottable pessimiste, dépressif, qui nourrissait systématiquement une volée d'idées noires après chacune des représentations de ses nouvelles œuvres. Pourtant, à chaque représentation, Norma gagne en audience et en succès grandissant. Dès la deuxième, et vraiment à partir de la troisième, c'est gagné. La quatrième est un triomphe. Donizetti est dans la salle. Donizetti enthousiaste qui déclare qu'il aurait bien voulu que cette musique fût de lui. Il y aura 34 représentations de Norma cette saison-là. C'est qu'avec Norma, Bellini atteint le sommet de son art. Son œuvre est d'une beauté dramatique et lyrique inouïe. La progression de l'œuvre amène harmonieusement la fin. Les chanteurs sont dotés de grands airs d'une originalité mélodique et d'ornements virtuoses rares. Norma est alors jouée partout en Italie, à Naples, à Bergame, puis à Londres. Partout, Giuditta Pasta règne cette fois sur la partition qu'elle a fait sienne et qu'elle domine avec une maîtrise souveraine. C'est 4 ans plus tard que Bellini, invité par Rossini dans sa glorieuse et confortable retraite de Passy, vient à Paris pour y donner son ultime opéra I Puritani. Et c'est 3 mois après la mort de Bellini, à Puteaux près de Paris à l'âge de 33 ans, que Norma est créée à Paris au Théâtre Italien. C'est devenu un lieu commun. Les connaisseurs, décidément bornés sous toutes les latitudes, rechignent devant l'orchestre que l'on considère comme primitif, voire indigent de Bellini, la grande guitare, tel qu'on le stigmatise. Non, pas de ces flonflons pour une première française. Il faut faire quelque chose pour la première parisienne. On incite ainsi et commandite un compositeur français de notoriété brillant orchestrateur de réviser l'orchestre de Norma. Il renonce, avec ce seul commentaire, simple, inspiré et respectueux. La seule orchestration correcte et convenable pour Norma, c'est celle de Bellini. C'était Georges Bizet. Une très belle soirée.